Harcèlement, burn-out, troubles musculo-squelettiques, maladies professionnelles, accidents, le travail peut faire mal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Opinion CSC consacrée à la santé au travail. Le travail, c'est la santé. Enfin, pas toujours. Parfois, il peut rendre malade ou être source de nombreux accidents. En Belgique, les maladies professionnelles sont en forte baisse depuis 20 ans. De même, on enregistre une diminution de 50% des accidents du travail. A priori, une bonne nouvelle. Sauf que, si ces accidents sont moins nombreux, leur gravité, elle, est plus élevée. On dénombrait 11% d'incapacité permanente en 2020 contre 4,8% en 1985, soit plus du double en 35 ans. On remarque que les accidents du travail sont proportionnellement plus nombreux dans les grandes entreprises, mais ils sont moins graves. Les secteurs les plus touchés sont le commerce de gros, l'action sociale et médico-sociale, la construction, les soins de santé, les transports terrestres et la logistique. Près de 6 accidents sur 10 concernent des ouvriers et un accident du travail sur 10 concerne un travailleur intérimaire. Au niveau du genre, ce sont les hommes qui sont majoritairement touchés. Malheureusement, l'écart diminue depuis 2012. Et si on regarde la catégorie d'âge, ce sont les plus jeunes qui ont le plus d'accidents. Proportionnellement, entre 20 et 29 ans, ils ont 2 fois plus de risques que les 60 ans et plus. Aujourd'hui en Belgique, le travail tue encore. Plus d'une centaine de personnes décèdent chaque année des suites d'un accident du travail. Il rend également malade. Si on se penche sur le taux d'absentéisme dans les entreprises, on remarque que les maladies de longue durée sont 2 fois plus importantes que les accidents du travail. Et le plus interpellant, c'est que l'on dénombre en Belgique davantage de malades de longue durée que de demandeurs d'emploi. Ces maladies sont essentiellement causées par 2 facteurs, les troubles musculo-squelettiques, la dépression et le burn-out. Et ce dernier chiffre ne fait qu'augmenter, plus 150% en 3 ans. À noter que si le burn-out est aujourd'hui la cause première des arrêts maladie de longue durée, il n'est pas encore reconnu comme maladie professionnelle. La sécurité et la prévention restent donc une priorité pour sauver des vies, éviter des accidents, mais également prévenir les maladies de longue durée, car tout ceci a un coût, pour la santé des travailleurs, pour les entreprises, mais également pour la sécurité sociale. Mais au fait, c'est quoi le bien-être au travail ? Je trouve dommage que beaucoup de gens ne sachent pas encore ce que veut dire le mot bien-être au travail et qu'on confond encore le bien-être au travail avec du yoga, du reiki et donc des actions individuelles. Je dirais que c'est un concept, un état d'esprit dans l'entreprise qui met au centre de tout l'humain, le travailleur, la travailleuse, dans toutes ses dimensions au travail. Et donc il aborde en fait concrètement plusieurs thématiques, autant la sécurité au travail, la santé au travail, l'ergonomie, les problèmes liés aux produits dangereux, etc. Les risques psychosociaux, l'embellissement des lieux de travail et l'environnement au travail. C'est d'identifier tous les risques et de voir comment réduire ces risques, ces contraintes au plus bas possible pour offrir des bonnes conditions de travail. Et donc tout cela, ça compose le bien-être au travail d'un point de vue réglementaire, mais aussi dans la façon de traiter au quotidien les conditions de travail des collègues. Première cause des maladies de longue durée en Belgique, les burn-out explosent ces dernières années. Pour mieux les comprendre et pour sensibiliser, Brigitte, ancienne employée de banque, a décidé de témoigner. J'ai travaillé pendant plus de 40 ans dans le secteur bancaire. J'ai arrêté de travailler en 2019, oui, et j'ai fait mon burn-out en 2015. Est-ce qu'il y a eu un facteur déclencheur ? Je croyais que non, je croyais que oui, je ne savais pas trop. J'ai été suivie par une psychologue qui m'a beaucoup fait parler. Je ne pensais pas qu'un jour j'irais consulter, comme on dit. Et c'est elle qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait plus de 2 ans que j'étais pas bien. Donc c'est une accumulation de plein de petites choses, du stress, on demandait toujours plus. J'adorais faire mon métier et le faire correctement. Et je crois qu'on en profitait beaucoup. C'est toujours à ceux qui travaillent bien qu'on demande le plus. Voilà. Et un jour au matin, je n'ai pas su mettre mon pied en dehors du lit. Vraiment tombé dans le fond du trou. Un épuisement complètement total. Mental et physique ? À ce moment-là, c'était surtout physique. Je n'ai pas su me lever. C'était vraiment un épuisement, vraiment une fatigue, pas savoir lever une main.
Après, bien entendu, le mental. Mais voilà, on tombe de haut, franchement de haut. Est-ce que quelque chose avait changé au travail? Oui, le directeur. J'ai eu la chance de travailler avec un directeur avec qui on travaillait sérieusement sans se prendre au sérieux, qui nous laissait des libertés, entre guillemets, qui nous laissait faire notre travail à notre façon, du moment que le travail était fait, voilà. Et bon, lui est parti 10 ans avant moi à la pension, donc sur les 10 dernières années, j'ai eu 3 autres directeurs. Avec un, ça ne passait vraiment pas. C'est après coup que je m'en suis rendu compte. Ça ne passait pas à cause de quoi? C'est difficile, franchement c'est difficile à expliquer, en ce sens que c'est une accumulation de petites choses ou même de petits gestes. La façon dont on vous envoie un dossier, il y a la façon de le donner, il y a la façon de le lancer. Les délais qui étaient aussi toujours de plus en plus courts pour pouvoir faire de plus en plus. Bien entendu, lui avait aussi sa hiérarchie qui lui en demandait aussi beaucoup plus. Donc forcément, ça retombe toujours à la base. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y avait la direction, il y a les actionnaires qui en veulent toujours plus. Donc rentabilité, 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 tout simplement. Est-ce que quelque chose aurait pu être fait pour éviter votre burn-out? Peut-être que si on avait quelqu'un à qui pouvoir parler en toute confiance, quelqu'un d'extérieur à la société. On avait, pour la médecine du travail, enfin une fois par an, nous avions la visite de tout un groupe. Il y avait les syndicalistes, le médecin du travail, et ainsi de suite, qui venaient, mais surtout pour tout ce qui était physique, les meubles, des sièges confortables, des nouveaux écrans plats, des choses tout à fait... oui, pour le physique. Là, aucun souci. Mais point de vue mental, si on voulait parler, c'était à quelqu'un de la société. Alors ça vous revient toujours comme une claque à la figure. Parce que la direction, forcément, un jour ou l'autre le saura. Ce que vous avez dit ou pensé. Maintenant, je peux parler franchement, parce que je n'ai plus rien à perdre. Est-ce que même comme ça, c'est difficile de témoigner? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une partie de la vie qui a quand même été difficile, parce qu'on ne se sent pas bien petit à petit. Alors pour se détendre, je dois avouer que je buvais quand je rentrais. Donc forcément, ma vie de couple en a souffert. Tout est rentré dans l'ordre, bien heureusement, parce que j'ai un mari génial qui me supporte encore, donc tout va bien. Mais oui, c'est encore difficile. Parce que sans s'en rendre compte, ça peut mettre une famille en péril. C'est important d'être suivi? Oui, oui. Quand mon médecin m'a dit finalement que je ne m'en sortirais pas toute seule, je ne voulais pas le croire. C'est vrai que ce n'est pas les médicaments qui font. D'ailleurs, les médicaments, si, j'en ai pris pendant plusieurs mois, parce que j'ai quand même été absente pendant 8 mois et demi. J'ai recommencé pendant quelques semaines en mi-temps médical pour me remettre dans le bain. Et je ne voulais recommencer qu'avec un nouveau directeur. Donc j'ai attendu qu'il y ait un nouveau directeur pour retravailler. Quand mon médecin m'a dit qu'il fallait que je me fasse suivre, je me dis mais non, je vais m'en sortir. Mais non, on ne s'en sort pas tout seul. C'est vraiment difficile. Difficile. Et je me rends compte que ça fait maintenant 3 ans que j'ai arrêté de travailler. Il y aura 3 ans dans quelques jours. J'ai eu l'occasion de prendre un repas avec 2 anciennes collègues qui se reconnaîtront, que j'apprécie beaucoup. Et à la plus jeune, je lui dis souvent, fais attention, une santé, tu n'en as qu'une. Parce que je me reconnais en elle. Elle en veut, elle en veut, elle en veut. Mais un de ces 4, elle va craquer. Je lui ai déjà dit, elle va craquer. Et je me rends compte qu'il y a, à la banque où je travaillais, de plus en plus de maladies longue durée, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. J'ai un collègue de mon âge qui doit normalement prendre la pension l'année prochaine
il est en arrêt depuis plus de 6 mois et il ne recommencera pas. Il était aussi trop de pression, trop. Et trop, c'est trop. Est-ce que vous pensez que votre employeur est responsable? Je ne vais pas les accuser, mais un peu, oui. À force de toujours demander plus, de faire le plus vite possible, forcément le mieux possible. Rentabilité, il faut rentrer dans les statistiques, qu'on a des objectifs qui sont de plus en plus hauts, et c'est la pression. Donc oui, l'employeur est responsable. Et qu'est-ce qu'il aurait pu faire que pour prévenir, que pour éviter que ça n'arrive? Peut-être moins de pression. Oui, c'est vraiment la pression, c'est toujours plus, avec moins d'outils, entre guillemets, parce que l'ordinateur, c'est bien, mais il faut quelqu'un pour taper dessus, façon de parler. Mais c'est surtout la pression. Oui, je dirais que c'est surtout la pression, de toujours en vouloir plus. On se sent coupable. On se sent coupable, oui. Pourquoi est-ce qu'on se sent coupable? Ben parce qu'on se dit que c'est de notre faute. Si ça ne fonctionne pas, c'est à cause de nous. Est-ce qu'on vous a fait des remarques qui vous ont fait culpabiliser de la situation dans laquelle vous étiez? Disons que moi j'ai craqué, je le sais maintenant, à cause d'un directeur. C'était pas tellement des remarques... si, il y avait des remarques verbales aussi. Par exemple, il ne nous disait que le négatif. S'il y avait une enquête il y avait des enquêtes faites dans la clientèle, il nous faisait toujours les remarques négatives. Jamais les positives. Or, il y en avait beaucoup. Mais non, on n'avait vraiment que les remarques négatives. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. Donc, est-ce que ça vous a fait culpabiliser? Oui. Oui, puisqu'on croit qu'il n'y a que du négatif. C'est par la suite, avec le directeur suivant, que lui, il nous donnait aussi les positives. Et ça, c'est tout un changement. Parce que oui, on ne sait pas être parfait dans tout. Donc il y a toujours moyen de s'améliorer. Mais quand on vous dit que le négatif, ben, vous pensez que oui, vous êtes nul, puisqu'il n'y a que du négatif. Et est-ce qu'on vous a fait des réflexions du genre ouais, mais si t'es stressé, c'est de ta faute, ou tu devrais prendre quelques jours de congé pour te reposer? Oh, ça, on ne me l'a jamais proposé. Jamais. Non, ça, on ne me l'a jamais proposé. Hein. Et comme j'étais aussi du style à déchirer mes certificats médicaux, parce que j'aimais tellement mon boulot, je crois que j'avais aussi l'impression que la banque allait s'effondrer si je n'y allais pas. Il ne faut pas penser ça. On vous remplace, vous n'êtes qu'un pion. Si les risques psychosociaux ne cessent d'augmenter, leur prévention serait-elle un parent pauvre? La prévention des risques psychosociaux est encore un parent trop pauvre, mais petit à petit, on commence tout doucement à réaliser, les employeurs aussi, que les risques psychosociaux sont un vrai problème, sont leur problème aussi, parce que l'absentéisme augmente très fortement. On a une augmentation qui s'accélère sur les dernières années, parce qu'en fait l'organisation du travail ne permet plus de travailler sainement dans la plupart des entreprises. Et pendant longtemps, c'est un problème qu'on a eu tendance à laisser de côté, parce qu'on ne comprenait pas bien ce que c'était, parce qu'on en parlait très peu. Il n'y avait que quelques médecins, quelques délégués syndicaux qui osaient en parler, qui avaient déjà compris d'où venait le problème. Maintenant, on en parle de plus en plus. Donc ça visibilise en fait le problème des risques psychosociaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, on constate un phénomène en croissance. En fait, ce sont parfois des phénomènes qui existent depuis longtemps, mais qu'on découvre seulement maintenant dans certaines entreprises. On constate qu'il y a 5, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a 5 sources fondamentales de risques psychosociaux. Et la principale est certainement l'organisation du travail, ou je dirais plutôt la désorganisation du travail, ou la mauvaise organisation du travail. La croyance, souvent, c'est que le burn-out touche l'employé derrière son bureau, derrière son ordinateur, ou le prestataire de soins dans les hôpitaux. Alors c'est vrai que ce sont des secteurs qui sont touchés depuis longtemps, ils sont touchés massivement, le secteur bancaire, le secteur des soins, mais
À peu près tous les secteurs, même les travaux dits plus manuels sont aussi concernés par le burn-out. Donc c'est un phénomène qui touche tous les secteurs en fait, et qui doit être pris en compte partout. Une organisation du travail déficiente, ou que je qualifierais de malmenante d'un point de vue psychique, peut avoir un impact aussi bien sur des travailleurs qui présenteraient certaines vulnérabilités que sur des travailleurs qui n'en ont pas. Donc là, je pense qu'il faut dire les choses assez clairement. Et aussi, la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour personne. Et donc, tout le monde dans sa vie, il y a un moment, sa vie personnelle, sa vie professionnelle, peut connaître des moments de vulnérabilité qui rendent plus sensible à une communication défaillante, par exemple une communication structurellement négative au sein des entreprises. Donc, je pense que ce serait une erreur dans le monde du travail que de se focaliser sur la gestion des vulnérabilités individuelles, des vulnérabilités des travailleurs. Je pense qu'il faut effectivement s'intéresser aux organisations, à l'organisation du travail, au collectif du travail, à la dynamique des rapports sociaux qui s'établissent au sein d'un collectif de travail. Et ça n'exclut pas que l'on soit peut-être plus attentif aussi à ceux qui ont, dans le décours d'une vie professionnelle, connaîtraient des moments de faiblesse, ce qui arrive à tout le monde. On touche vraiment au cœur du travail de l'employeur et de sa ligne hiérarchique. Et donc, c'est en cela que ça devient aussi tabou, parce qu'on peut, dans des cas particuliers, remettre en cause concrètement et directement le travail de l'employeur et de sa ligne hiérarchique. C'est un réflexe facile de la part des employeurs, et naturel peut-être aussi de dire, ben voilà, la situation personnelle de ce travailleur-là fait qu'il est tombé en dépression ou en burn-out à cause de ça. La dimension personnelle n'est pas totalement absente non plus, mais elle n'est certainement pas la première et principale cause. Ça reste le burn-out, donc l'épuisement professionnel. On parle bien d'épuisement professionnel, la première cause, c'est le travail. À partir du moment où l'on traite de l'organisation de travail dans la mesure où elle aurait un impact sur la santé psychique du personnel, on touche là à des fondamentaux de l'entreprise qui va assez régulièrement considérer que cela fait partie de son précaré et qui va plus difficilement accepter les interventions, y compris de conseillers en prévention. Depuis 2014, on a une législation spéciale dans le Code du bien-être pour la prévention sur les risques psychosociaux, donc qui rappelle bien que c'est l'employeur qui est responsable de la politique de prévention, notamment des risques psychosociaux, qu'il est possible de faire une analyse des risques psychosociaux dans l'entreprise, avec obligation derrière pour l'employeur de réagir si des problèmes sont pointés. Et donc voilà, ça fait 7 ans maintenant, 8 ans que ça existe. Mais ça met encore un certain temps à se mettre en place. Donc petit à petit, on se rend compte que nos équipes syndicales embrayent sur le sujet, profitent de cette législation qui leur permet d'agir, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Le plus gros du travail étant de convaincre les employeurs que cette problématique doit être envisagée au niveau collectif. Il n'est pas question de rejeter la faute sur le travailleur. Or, l'approche aujourd'hui qu'on privilégie beaucoup dans le banc patronal est une approche qui est très individuelle. Donc on propose aux gens des cours de yoga, de gestion du stress, de mieux se nourrir, faire plus de sport, etc. Mais ce sont en fait des approches individuelles. Et le problème de ces approches, c'est qu'implicitement, elles rejettent la faute sur le travailleur, en fait, puisque c'est parce que le travailleur ne se bouge pas, ne sait pas gérer son stress, n'est pas assez résilient, ne se nourrit pas correctement, qu'il tombe en burn-out. Or, c'est bien l'organisation du travail, les spécialistes le disent tous maintenant, qui est la première et principale responsable des burn-out. Les jeunes générations sont touchées aussi par la charge psychosociale et les burn-out, alors qu'auparavant, c'était essentiellement à partir d'un certain âge que se manifestaient des cas de burn-out dans les travailleurs en incapacité de travail. Et sans doute qu'il y a un enjeu de société important que de pouvoir prendre conscience de ce phénomène, de le prendre en charge et d'avoir des politiques pour cette prévention de la charge psychosociale importante, en amont, au démarrage de la carrière, mais aussi en fin de carrière. En deuxième place des maladies de longue durée en Belgique, on retrouve les troubles musculo-squelettiques. Mais quelles en sont les principales causes ?
Les principales causes des troubles musculo-squelettiques sont bien connues depuis plus de 20 ans. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été menées dans beaucoup de pays, dans le monde entier. Et donc, il y a d'abord toutes les causes professionnelles, tous les facteurs professionnels. Ça va être les postures, une mauvaise posture. Ça peut être la répétition des gestes avec des charges très légères. C'est les efforts, porter des charges de 20, 30, 40 kilos. C'est manipuler des patients, par exemple, des personnes. C'est aussi être assis pendant 8 heures. C'est donc avoir des postures statiques. Ça donne également des problèmes de maux de dos. Il y a trois réponses possibles à ça. C'est d'une part que le poste de travail soit adapté à la morphologie humaine, à l'amplitude des bras, à la force humaine, que tout le monde n'a pas la même force, donc il faut adapter ça aux travailleurs. Donc c'est une analyse de risque très personnalisée qui doit être faite. Mais une autre réponse serait aussi d'adopter les bonnes postures. Ça, c'est sans doute une autre réponse aussi. C'est bien d'avoir un bon poste de travail, adapté, c'est-à-dire j'ai tout à portée de main, je ne dois pas exercer une force excessive, je peux varier mes postures, varier mes tâches. Mais on a beau avoir un beau siège, un bon aménagement du poste de travail, il n'en demeure pas moins qu'il faut varier ses postures, adapter les bonnes postures de travail. Et ça, c'est clairement le travailleur, la travailleuse qui peut mettre en place ces postures. Et donc là, c'est l'acquisition de bons gestes, de bonnes pratiques pour se pencher, pour travailler, varier ses postures. Ça, c'est vraiment important. De passer de la position assise debout. Donc c'est ce qu'on voit parfois dans les entreprises. Souvent, on a tendance à un peu cloisonner le travailleur entre ses risques psychosociaux, donc sa santé mentale, sa santé physique. Quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête n'est pas bien dans son corps. Et vice-versa, quand on a des problèmes de maux de dos et tendinite, on n'est pas bien dans sa tête non plus. Donc le travail, c'est un tout finalement. Et on sait très bien, les recherches l'ont montré, qu'il y a des liens entre les facteurs psychosociaux et l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Donc ce qu'on essaye de faire ici au SPF Emploi, c'est de dire qu'il faut une approche globale de prévention. Donc pas prévenir uniquement la santé mentale et puis après la santé physique, ou bien la sécurité ou l'exposition à des produits chimiques dangereux. Il faut une approche plus globale de la prévention pour démarrer l'identification des dangers, des risques et la prévention. La présence des syndicats permet-elle de limiter les risques au travail ? On constate que dans les entreprises où il y a un CPPT, la prévention de manière générale, pas uniquement sur les risques psychosociaux, est bien meilleure. Il y a moins d'accidents du travail, il y a moins de turnover, il y a moins de dépression, de stress, etc. Donc ça ne veut pas dire que c'est parfait dans les entreprises où il y a des syndicats, bien sûr, mais globalement, en tout cas, les chiffres montrent bien que la présence d'un syndicat garantit une meilleure santé et sécurité des travailleurs. C'est surtout vrai dans le ventre mou des entreprises, je dirais, celles qui sont ni trop grandes ni trop petites. Là-dedans, s'il n'y a pas de syndicat, on constate un nombre plus important, un taux plus important de fréquence d'accidents de travail. Non seulement les travailleurs sont le plus à même d'évaluer le risque bien avant qu'un accident n'apparaisse, parce qu'ils sont acteurs, ils sont concrètement sur le terrain, mais aussi sans doute parce qu'il y a un contre-pouvoir interne. Et donc, la présence syndicale, ce contre-pouvoir permet de vérifier ce que l'employeur fait, de vérifier que l'employeur fait bien les choses. Et donc, faire bien les choses, mettre en place réellement, concrètement, la politique de prévention de l'entreprise, de facto va réduire le risque d'accident. C'est quasi mathématique. Prévenir les risques au travail, c'est rentable. Encore faut-il convaincre les employeurs. Quand je vois les coûts importants que génère ce problème de TMS et d'RPS, peut-être que quand on met la pression sur les travailleurs, on va augmenter la rentabilité à court terme, mais à moyen et à long terme, ça cause des problèmes de santé, de l'absentéisme, et ça coûte très cher. Il y a des études qui estiment l'absentéisme de l'entreprise à près de 9 milliards d'euros par an. Le coût de la capacité de travail et de la validité de travail, c'est 8 à 10 milliards d'euros par an pour la Belgique, et ça monte de 1 milliard tous les 3 à 5 ans. Donc on est vraiment dans des coûts faramineux. Le problème avec les RPS et les TMS, c'est quand on est absent, on n'est pas absent 2-3 jours. On est absent plusieurs semaines, plusieurs mois. L'agence européenne le dit, 1 euro investi ramène entre 2 et 10 euros à l'entreprise en termes de rentabilité. Donc investir dans la prévention est rentable, parce qu'on investit dans la prévention, quand les travailleurs sont mieux, ils auront moins de problèmes de santé, mais également la prévention permet également de travailler de manière plus efficace, de manière plus productive. On sait que les moyens débloqués pour la prévention vont sur le long terme rapporter de l'argent, mais dans l'immédiat, ça coûte. Et les employeurs, souvent, ont des politiques budgétaires sur 1 an, 2 ans, et donc forcément, c'est compliqué de les convaincre d'investir aujourd'hui pour des bénéfices dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Pour les malades de longue durée qui peuvent retourner au travail, comment se passe leur réintégration ?
Donc il y a une loi pour la réintégration des malades de longue durée qui existe depuis 2017, donc ça fait 5 ans aujourd'hui. Et le constat qu'on tire aujourd'hui, et ce sont les chiffres qui le disent, ce n'est pas les syndicats, tout le monde le dit, c'est que c'est une machine à licencier en fait, parce qu'on se rend compte que la plupart des travailleurs qui entrent dans ce processus, dans les mois ou l'année qui suit, ne font plus partie du personnel de l'entreprise en fait. Donc cette loi n'atteint absolument pas son objectif. C'est pour ça que la CSC dénonce déjà depuis de nombreuses années ces dérives en fait. Cette loi qui à la base était prévue pour aider les travailleurs à reprendre et qui au final aide plutôt les employeurs à licencier pour force majeure médicale, donc sans frais. Face à la hausse des maladies de longue durée, la CSC remet en cause le modèle de société. On fait reposer énormément le phénomène d'incapacité de travail en augmentation sur les travailleurs, sur la responsabilité des travailleurs. C'est en fait un modèle de société qu'il faut changer. Il faut pouvoir se demander quelles sont les causes à la source de ces incapacités de travail. Et il faut les trouver dans notre modèle de société, il faut le trouver aussi dans notre modèle, dans notre gestion des conditions de travail. Il faut revenir à une gestion humaine des conditions de travail et pouvoir travailler sur la prévention en amont de ces incapacités de travail, en entreprise aussi, pendant toute la carrière et aussi en fin de carrière. Ces incapacités de travail en augmentation, elles sont aussi un phénomène inhérent aux politiques qui ont été menées ces dernières décennies, avec un durcissement des accès aux aménagements de fin de carrière, le relèvement de l'âge légal de la pension, le fait qu'on puisse moins facilement accéder aux prépensions, qu'il n'y ait pas une meilleure prise en compte de la combinaison vie professionnelle et vie privée. Il faut se dire que c'est réellement un modèle de société qui doit changer. C'est un modèle de gestion des conditions de travail en entreprise qui doit être modifié et pouvoir se dire que tout le monde a un rôle à jouer, aussi les employeurs, en matière de prévention des incapacités de travail. C'est ici que se termine cette émission. Vous pouvez la revoir sur Ovio et sur les différents médias de la CSC. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel Opinion CSC.